Bonjour à tous, une nouvelle vidéo talent français aujourd'hui et on va s'intéresser cette fois-ci à Vilmorin, qui est donc une entreprise française et accessoirement le 4e semencier mondial. Alors là encore, c'est une entreprise qui a une très longue histoire, peut-être la plus longue de toutes celles que j'ai pu vous présenter jusqu'ici, puisque ça remonte à 1743, avec un magasin parisien qui vendait des graines et des oiseaux aux 4 quais de la Mégisserie. Et d'ailleurs, la boutique Vilmorin existe encore à ce même endroit. Les Parisiens la connaissent sûrement. Enfants, souvent, on va s'y promener pour voir les petits oiseaux et acheter des graines pour le jardin. Donc voilà, presque 3 siècles d'histoire pour Vilmorin, c'est vraiment très impressionnant. Après la boutique, la maison Vilmorin-Andrieux, qui est liée au magasin, est formellement créée en 1775. On parle encore d'avant la Révolution, hein, c'est presque la préhistoire. Et elle s'illustre entre autres par l'acclimatation d'espèces de végétaux exotiques. Et donc cette maison crée notamment plusieurs arboretums, des jardins botaniques, qui existent encore aujourd'hui et que l'on peut visiter. Donc c'est vraiment une entreprise qui s'inscrit dans notre patrimoine aussi. Et si on revient plus récemment, si on saute quelques siècles, en 1975, Vilmorin est cédé au groupe Limagrin. Petite parenthèse sur Limagrin, c'est une coopérative agricole française donc qui vient de Limagne, comme son nom l'indique, et dont le métier historique c'est la production de farine destinée à l'industrie agroalimentaire. Donc ils font ça via leur filiale Limagrin Ingrédients. Ils ont également donc depuis 1975 Vilmorin. Et également, ils sont actifs dans la boulangerie-pâtisserie via les marques que vous connaissez sûrement, Jacquet et Brossard. Voilà, donc un groupe avec plusieurs cordes à son arc. Mais revenons donc à Vilmorin. Vilmorin rentre en bourse en 1993 et à partir de la fin des années 1990 commence à vraiment s'internationaliser via différentes acquisitions un peu partout dans le monde, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Japon, en Israël, en Turquie, au Mexique, au Brésil, en Inde, on peut continuer longtemps comme ça. Et dans les années 2010, ça continue presque encore plus loin avec des prises de participation et des co-entreprises qui sont créées en Argentine, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, et bien sûr toujours au Canada et aux États-Unis, qui est vraiment la deuxième zone géographique du groupe. Aujourd'hui, Vilmorin, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà en moyenne 300 variétés de semences qui sont créées chaque année, des filiales dans 51 pays du monde, et des ventes dans près de 150 pays. Donc c'est vraiment un leader mondial dans son secteur. Alors si on s'intéresse plus en détail à comment se ventilent ces ventes aujourd'hui, on voit que c'est un groupe qui est quand même presque parfaitement mondialisé, avec l'Europe qui représente toujours 50% de ses ventes, l'Amérique au sens large qui représente 33%, et enfin l'Asie et l'Océanie à 8%, et l'Afrique et le Moyen-Orient à 9%. Petite spécificité comptable ici, dans les chiffres que je viens de vous présenter et ceux que je vous présenterai tout au long de la vidéo, on réintègre à chaque fois les activités de la joint venture américaine AG Reliant de Vilmorin, qui pour des raisons comptables sont donc déconsolidées du chiffre d'affaires depuis 2015, mais que l'on réintègre parce que ça a un fort impact dans les activités du groupe et que pour nous, Ibou, c'est significatif de les prendre en compte ici. Alors on a parlé de géographie, maintenant on va regarder un peu le segment d'activité. L'activité semence du groupe, qui représente 97% des ventes et qui est donc sa principale activité, se décompose en 2 grands segments, les semences potagères et les semences de grande culture. Commençons par les semences potagères. C'est 42% des ventes en incluant donc cette joint venture américaine de Vilmorin, mais en revanche, c'est 75% de son résultat. Donc c'est vraiment la principale source de bénéfices de Vilmorin. Pourquoi en fait ? Parce que sur les semences potagères, on a donc une marge opérationnelle de 15%, qui est 3 fois supérieure à celle de l'autre grande activité, les semences de grande culture, qui tournent plutôt autour de 5% de marge. Donc voilà, c'est vraiment la principale machine à cash de Vilmorin. Les semences potagères, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, ça correspond à plus de 30 espèces qu'on trouve, comme leur nom l'indique, dans les potagers. Donc les tomates, qui représentent environ 20% des ventes de semences potagères de Vilmorin, suivi par les carottes et les piments poivrons qui représentent à peu près chacun 10% des ventes potagères, et ensuite melons, courgettes, haricots, choux-fleurs, oignons, qui représentent à eux 5 environ 20% des ventes potagères de Vilmorin. Vilmorin commercialise ses semences potagères en les vendant aux maraîchers et aux conserveurs sous différentes marques. Et sur ce marché spécifique, qui représente, rappelons-le, l'essentiel de son bénéfice, 75% en moyenne sur ces 5 dernières années venaient des semences potagères, bien sûr ce marché, Vilmorin est donc le leader mondial. Et donc ses activités se répartissent à peu près un tiers en Amérique, un tiers en Europe, et le reste à part égale entre l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Asie l'Océanie qui représentent environ 15% chacun. Intéressons-nous désormais à l'autre grande activité de Vilmorin, les semences de grande culture, qui représentent donc, elles, 55% des ventes en incluant la joint venture américaine. Parmi ces 55%, on compte 13% d'OGM via donc AG Reliance, cette fameuse grande entreprise américaine,
et le reste, 42% de semences conventionnelles de grande culture non OGM. Ce segment, donc, puisque les semences potagères contribuent pour 75% du résultat consolidé, et ben ce segment-là ne contribue, lui, malgré le fait qu'il représente la majorité des ventes, ne contribue qu'à hauteur donc de 25% au résultat, parce que en effet, la marge sur ce segment est plus faible pour Vilmorin, aux alentours de 5%, alors que 15% on l'a vu sur les semences potagères. Et en plus, ces dernières années, il y a eu pas mal de difficultés conjoncturelles sur le secteur qui ont encore plus rogné les marges. Alors, les semences de grande culture conventionnelles sont vendues aux agriculteurs, à travers différentes marques là encore, et Vilmorin est le numéro 6 mondial sur ce secteur. Donc, petit rappel, numéro 4 mondial en tout sur les semences, mais numéro 1 sur les potagères et numéro 6 sur les grandes cultures. Si on regarde justement comment se décomposent ces ventes de semences de grande culture, on a donc les céréales, maïs, blé et orge, qui représentent 57% du chiffre d'affaires de l'activité. À cela viennent s'ajouter des espèces plus régionales, comme le tournesol, 21%, ou encore le colza, 10%, qui sont essentiellement cultivés en Europe, le riz en Inde, ou le soja pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Les semences de grande culture de Vilmorin sont surtout vendues en Europe et dans une moindre mesure aux États-Unis, la part du reste du monde pour le coup sur ce segment restant encore faible. Sur ce marché européen qui est donc sa principale source de revenus pour les semences de grande culture conventionnelles, Vilmorin a une position concurrentielle qui est assez correcte. Il est numéro 3 pour les céréales à paille, donc c'est le blé et l'orge, numéro 4 pour le maïs et numéro 3 encore pour le tournesol. Maintenant, si on se penche sur son activité OGM, qu'il exerce donc via sa joint venture AJ Reliant, on le sait, les OGM sont interdits dans la plupart des pays d'Europe. Donc Vilmorin concentre sa production sur l'Amérique du Nord. AJ Reliant a donc 90% de ses ventes qui est générée par les OGM, essentiellement sur les semences de maïs, qui prennent donc 80% des ventes d'AJ Reliant, dont 96% en OGM, et de soja, 19% des ventes d'AJ Reliant, dont 99% d'OGM, quasi tout. Si on regarde un peu comment AJ Reliant se positionne sur le marché américain, il est 3e ex-aequo, ce qui est pas mal en soi, mais avec seulement 5% du marché, tandis que les deux premiers, Bayer Monsanto, qui a 36% du marché, et Corteva Agriscience, 32% du marché, ont eux donc l'essentiel des parts. Donc voilà, c'est le numéro 3, mais quand même très loin derrière, donc plus un challenger qu'un leader sur ce marché spécifique. La troisième activité de Vilmorin, qui est pas vraiment importante dans ses résultats, 3% seulement des ventes de Vilmorin, c'est l'activité produits de jardin et holding. Alors les produits de jardin, ça cible le grand public, vous et moi, en particulier les jardiniers amateurs avec une gamme de semences potagères et florales, voilà, pour faire son jardin. Mais voilà, sur ce segment, Vilmorin est le numéro 1 en France. Il est aussi présent dans d'autres pays d'Europe, mais avec des projets de cession qui sont en cours pour se reconcentrer sur le marché français. Sur le plan opérationnel, c'est une activité qui affiche une contribution négative, déjà parce que l'activité produit de jardin est quand même sur le déclin, malgré la position de leader de Vilmorin, mais également et surtout parce que c'est une activité qui s'appelle donc produit de jardin et holding, et donc tous les coûts de structure des holdings de Vilmorin lui sont affectés, ce qui plombe son résultat. Si on s'intéresse très rapidement aux comptes de Vilmorin, l'environnement a quand même été assez exigeant ces 10 dernières années sur le marché des semences, parce que très forte concurrence, des crises économiques dans les pays émergents, des évolutions défavorables des prix des matières premières et des monnaies. Mais malgré ça, le chiffre d'affaires retraité avec la joint venture américaine de Vilmorin a augmenté d'en moyenne de plus 4,6% par an, donc plus vite que le marché qui lui était à plus 3,6% sur la période, sur les 10 dernières années donc. En revanche, si on regarde d'un peu plus près les comptes, on voit que sur la période, les frais généraux ont augmenté plus vite que les ventes, les frais généraux de Vilmorin, à plus 5% en moyenne, avec notamment des coûts de personnel qui ont un peu dérivé. Et du coup, très logiquement, la marge d'exploitation de Vilmorin a baissé, puisque les ventes augmentent, mais les coûts augmentent un peu plus vite. Donc sur une année, ça ne se voit pas. Sur 10 ans, on a quand même perdu à peu près 2 points de marge, donc c'est un peu préoccupant, c'est à surveiller quand on suit la société. Et donc au global, le résultat net qui reflète donc ces coûts qui dérivent un petit peu, et également les fortes charges financières du groupe qui est très endetté pour réaliser toutes ces acquisitions, au global, donc, le résultat net sur 10 ans, sa croissance aura été pratiquement nulle. L'autre gros point à souligner sur les comptes de Vilmorin, c'est la dette nette qui a beaucoup augmenté. On avait un ratio dette nette sur EBITDA qui était stable aux alentours de 2 jusqu'en 2013, ce qui est un niveau tout à fait raisonnable, qui a augmenté à partir de 2014 et encore plus en 2015. On a atteint sur l'avant-dernier exercice 6,6. En 2020, on redescend légèrement à 6,3. Mais voilà, ça reste très élevé parce que voilà, la dette nette a augmenté, l'EBITDA, on l'a vu, a été progressivement rogné, et tout ceci fait un ratio qui est assez lourd pour Vilmorin et des charges financières associées assez lourdes. Donc voilà, c'est vraiment le gros challenge parmi d'autres pour le semencier, c'est d'arriver à maîtriser cette dette
qui le ralentit un peu. Après, c'était pas une dette qui a été faite pour rien, hein. Ça a permis de financer les multiples acquisitions du groupe qui a pu acquérir durant cette décennie sa position de numéro 1 donc sur les semences potagères, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ce sont des investissements qui ont porté leurs fruits, mais ça reste quand même une lourde charge au plan comptable. Intéressons-nous maintenant au marché des semences. Petite précision sur les semences, elles peuvent être fermières, c'est-à-dire issues de la récolte de l'agriculteur qui n'a donc pas besoin d'en acheter, ou commerciales et donc produites par des semenciers comme Villemorin. Parmi ces fameuses semences commerciales, on distingue les semences OGM dont les gènes ont été modifiés par l'homme et les semences conventionnelles où pour le coup c'est plus de la sélection génétique et de la reproduction de certains caractères favorables qui ont eu lieu. Le marché mondial des semences commerciales est estimé à environ 40 milliards de dollars. Sur la dernière décennie, il a cru très fortement de 8% par an en moyenne de 2009 à 2014, porté principalement en fait par la croissance du marché des OGM qui ont vraiment doublé sur cette courte période. Et depuis lors, il est plutôt en stagnation, donc stable à 40 milliards en gros depuis 5 ou 6 ans, suite notamment à l'évolution des devises par rapport au dollar et à la baisse du prix des matières premières qui a un peu tiré le marché vers le bas. L'Amérique représente plus de la moitié du marché mondial, avec 37% pour l'Amérique du Nord et 19% pour l'Amérique du Sud. Viennent ensuite l'Asie, 23%, l'Europe, 16% du marché mondial, et enfin l'Afrique avec un petit 5% du marché mondial. On l'a vu, le secteur se décompose en 2 grands segments, les semences potagères et les semences de grande culture. Les semences potagères, c'est 14% du marché, donc une petite part, mais sur laquelle Villemorin est leader, rappelons-le encore, cocorico. Et les semences de grande culture, c'est 86% du marché, dont 35% du marché total pour les semences de grande culture conventionnelles, et le reste, donc 51%, plus de la moitié du marché mondial pour les OGM. Donc c'est vraiment les OGM en valeur qui représentent la plus forte part de ce marché. Et forcément, c'est normal parce que ce sont des semences qui demandent plus de développement et qui donc se vendent plus cher et qui donc représentent une plus forte part des ventes sur le secteur. On l'a vu, depuis 2014, ce marché n'a pas vraiment été en croissance, tant en valeur globale qu'en répartition des parts de marché des différents segments. Il y a 5 ans, les OGM représentaient la moitié du marché, c'est toujours le cas aujourd'hui. Néanmoins, c'est un marché qui est quand même fondamentalement porteur sur la longue route, et grâce notamment à 2 facteurs complémentaires principaux. Le premier facteur, bien sûr, c'est la croissance démographique mondiale. Donc voilà, il va falloir produire plus pour nourrir cette population grandissante, et qui va de pair avec une évolution des régimes alimentaires, et qui entraînera donc une augmentation de la consommation de légumes d'une part, mais également de viande, et qui dit viande dit donc élevage, et donc il faut également produire des céréales pour nourrir toutes ces bêtes. Voilà. L'autre grand facteur de croissance complémentaire, c'est la nécessité de le produire mieux, dans un contexte marqué par des terres arables qui se réduisent, et donc il faut donc économiser les ressources naturelles et réduire le recours au traitement des plantes. Et la sélection végétale que proposent les semenciers permet d'améliorer la performance des semences en augmentant les rendements, la résistance aux maladies, et également adapter les cultures au climat et aux besoins du consommateur en termes de goût, en termes de calibre et en termes de conservation. Il y a donc un vrai besoin et un vrai potentiel de croissance sur ces semences commerciales, d'autant que le marché demeure à ce stade encore très peu pénétré. À titre d'exemple, le blé en Europe et aux États-Unis, à 50%, les cultures de blé sont composées de semences de ferme non commerciales et donc non sélectionnées, non optimisées. De même, dans les pays en voie de développement, ce sont majoritairement des semences fermières qui sont utilisées. Qui sont les grands acteurs sur ce marché en dehors de Villemorin ? Eh bien, il y a des grosses sociétés mondiales qui sont souvent présentes à la fois dans les semences et également dans l'agrochimie, dans les pesticides, et des sociétés régionales ou spécialisées, ainsi qu'une multitude de petits acteurs locaux. L'arrivée de nouveaux arrivants sur ce marché est quand même limitée, parce qu'il y a des grosses barrières à l'entrée en termes d'investissement pour produire une nouvelle semence, et du temps de développement également. Et d'autre part, autre grande tendance sur ce marché, les grands acteurs dominants tendent à se regrouper ces dernières années pour devenir encore plus dominants. Ainsi, en 2017-2018, on a l'américain Monsanto qui a été racheté par la société américaine Bayer. Les entreprises américaines Dow et DuPont Pioneer qui ont fondé pour créer le désormais numéro 2 mondial des semences Corteva. Et enfin, on a la société suisse Syngenta qui a été acquise par le conglomérat chinois ChemChina. Donc voilà, beaucoup de gros mouvements sur ce marché. Et aujourd'hui, on a les 6 premiers acteurs mondiaux, dont Villemorin, donc, qui concentrent plus de 60% du marché. Donc voilà, c'est quand même très concentré. Et Villemorin, donc rappelons-le, se positionne en 4e semencier mondial, et plus précisément numéro 1 sur les semences potagères,
et numéro 6 sur les semences de grande culture. L'objectif de Villemorin, c'est de consolider sa position de numéro 1 fraîchement acquise sur les semences potagères, mais également de devenir un acteur global sur le maïs et une référence mondiale sur le blé. Cette stratégie, elle se fonde sur 3 grands axes. Déjà l'investissement en R&D qui est clé, et on le voit, Villemorin excelle dans ce domaine puisque rien que sur le dernier exercice, il a mis en vente plus de 330 nouvelles semences. Et également, cette stratégie se fonde sur les acquisitions ciblées et les partenariats pour continuer à s'internationaliser et à être présent partout dans le monde, et notamment dans les pays en développement qui constituent, on l'a vu, un grand réservoir de croissance. C'est une stratégie qui est intelligente, continuer la R&D en l'intensifiant et se développer par le biais d'acquisitions dans les pays émergents devrait permettre à Villemorin, on le pense, de saisir les opportunités de croissance dans ces pays en développement et de consolider sa position de leader mondial sur les semences potagères. C'est un marché où il tient 14% des parts actuellement mondiales, donc c'est vraiment une bonne part. Et c'est un marché qui est très fragmenté, donc même si le point faible de Villemorin en général, comparé à des Bayer Monsanto ou à des Corteva, c'est sa petite taille, et sur ce marché très fragmenté, cette taille réduite ne pose pas problème. Et donc on considère qu'il devrait parvenir à réussir son premier objectif de rester numéro 1 mondial sur les semences potagères. En revanche, sur la partie devenir un acteur global sur le maïs et la référence mondiale sur le blé, dans ce domaine, sur les semences de grande culture, Villemorin c'est 3% du marché mondial, alors que les 4 premiers grands acteurs, Villemorin rappelons-le et le 6e, détiennent 60% du marché mondial. Donc c'est un marché qui est déjà très concentré, et on n'est pas certain que Villemorin ait vraiment les moyens de ses ambitions pour s'imposer vraiment sur ce marché et être plus qu'un petit challenger sympathique. D'autant que, on l'a vu sur ce marché des semences de grande culture, les OGM représentent aujourd'hui l'essentiel de la valeur et de la croissance du marché. Et Villemorin, qui réalise encore 50% de ses ventes en Europe, où les OGM restent marginaux, ils sont vaguement autorisés en Espagne, mais ça s'arrête là. Et sur le segment des OGM, Villemorin n'est présent que via AG Reliant en Amérique du Nord, et on l'a vu, AG Reliant, c'est 5% d'un marché qui est déjà très concentré avec Bayer Monsanto et Corteva qui représentent eux plus de 60% du marché américain. Donc voilà, à l'heure actuelle, dans ce domaine des semences de grande culture, Villemorin reste plus un challenger très honorable, mais un challenger comparé aux 2 poids lourds Bayer Monsanto et Corteva. Et donc dans cette optique, si l'entreprise veut vraiment atteindre ses objectifs de s'imposer, notamment sur le blé et le maïs, sa capacité à renforcer son positionnement actuel et à se placer stratégiquement dans les marchés émergents sera vraiment clé. Et c'est bien sûr tout le bien qu'on leur souhaite. Alors voilà, j'espère que cette présentation sur Villemorin vous aura plu. Alors rappelons-le, ce n'est pas un conseil d'achat, ni même une véritable analyse financière. Pour ça, je vous encourage à aller voir sur notre site. Mais c'est plutôt un coup de projecteur, donc sur un acteur qui a presque 300 ans d'histoire française et qui constitue un des fleurons de notre économie. Merci beaucoup et à très bientôt avec l'équipe Hibou.